d'être nombreux branchés sur Canal Congo Télévision pour vous informer. Madame le Premier ministre Judith Suminwa Tuluka a déposé sa déclaration du patrimoine auprès du greffe de la Cour constitutionnelle conformément à l'article 99 de la Constitution de la RDC. Gisèle Toko signe ce reportage. Par cette démarche, la chef du gouvernement s'est conformée à cet exercice constitutionnel obligatoire auquel vont se soumettre également tous les membres de son équipe gouvernementale. Pour la première ministre, ce geste traduit une volonté de transparence dans la gestion de la chose publique. C'est un geste important parce que comme vous l'avez dit déjà, c'est le premier fait de remplir mon devoir tel que le veut la Constitution en tant que chef du gouvernement. Mais ça permet aussi de démontrer cette volonté de transparence, qu'on puisse montrer que tout soit transparent en fait, que tout ce que je possède aujourd'hui au niveau de la Cour constitutionnelle, ils vont être au courant. Et demain, le jour où je partirai, en toute transparence aussi, je ferai l'exercice de venir déposer ce que j'aurais eu à acquérir au cas où pendant cette période-là. Et au moins, ça permet de démontrer que tout citoyen, quel que soit le rang, le niveau où il se trouve, doit respecter la loi, doit respecter la Constitution. Je pense que ça, c'est un élément important. La chef du gouvernement a rassuré qu'au courant de cette semaine, tous les ministres de son gouvernement vont se conformer à cet exercice. Bien sûr, les ministres vont avoir à le faire. Comme le veut la Constitution, c'est un devoir que nous devons faire dans les 30 jours de notre investiture, donc de notre prise de fonction. Et donc, les ministres... On a été investi le 12 juin aux petites heures, donc les ministres, la majorité ont déjà préparé leur déclaration de patrimoine familial et ils auront à les déposer d'ici à, je pense, jeudi ou plus tard. Rappelons que l'article 99 de la Constitution de la RDC stipule qu'avant leur entrée en fonction et à l'expiration de celle-ci, le président de la République et les membres du gouvernement sont tenus de déposer devant la Cour constitutionnelle la déclaration écrite de leur patrimoine familial énumérant leurs biens, meubles, y compris actions, parts sociales, compte en banque. À dater de l'investiture du gouvernement, ces membres disposent d'un délai de 30 jours pour s'acquitter de ce devoir. Délai qui court encore puisque l'exécutif central souminois a été investi à l'Assemblée nationale le 12 juin dernier. À la Chambre haute du Parlement, les élus ont adopté le nouveau règlement intérieur. Ce mercredi, le dit règlement intérieur comporte plusieurs modifications et innovations comparativement à celui de la législature passée. Le point dans ce reportage. Au cours de la séance plénière de ce mercredi 10 juillet 2024, à la Chambre haute du Parlement, dirigée par le président du bureau provisoire, Pascal Kinbelo, le Sénat a adopté à l'unanimité le projet de règlement intérieur de la 4e législature de la 3e République. Après la séance plénière du vendredi 28 juin dernier, au cours de laquelle la plénière a déclaré recevable ce règlement intérieur composé de 309 articles, 40 articles ont subi des amendements avant l'adoption de l'ensemble du texte. Plusieurs modifications et innovations ont eu lieu comparativement au règlement intérieur de la législature passée, notamment la problématique de la présentation de l'autorisation de sortie par un sénateur qui voyage. Sur ce, la plénière a préconisé que les sénateurs qui voyagent soient exemptés de la demande d'autorisation de sortie par les services de sécurité. En outre, en termes d'innovation, la plénière a également adopté la disposition de 2 assistants pour chaque sénateur, autres que les membres du bureau, dont un sera en permanence en province pour faire part de la situation dans le même chapitre. La plénière a également adopté l'article conditionnant l'accès au sein du Palais du Peuple, siège du Parlement, par le port d'un badge identifiant chaque personne qui y entre. Examiner et donner des propositions qui seront validées par l'ordonnateur principal qui est le président et le délégué qui est les questeurs sur le plan de trésorerie trimestriel ou mensuel qu'aura le Sénat. Article, bien entendu, les articles amendés. Et je suis parti de la constatation selon laquelle il y a quand même un certain nombre d'innovations, notamment quand vous interrogez le règlement intérieur de la législature passée, un sénateur n'avait droit à un assistant parlementaire, mais aujourd'hui, un sénateur peut avoir 2 assistants.
Un des assistants va rester ici sur place à Kinshasa, en train d'aider le sénateur à bien faire son travail. Un autre assistant sera logé au niveau de la province pour essayer d'avoir toutes les infos précises et aider le sénateur à bien faire son travail. Voilà les quelques innovations que nous avons vues. Il y a aussi la révision à la baisse, sensiblement à la baisse des émoluments des sénateurs. Ça, il faut le dire, parce que les gens ont beaucoup rimé autour de la question. Voilà pourquoi je voulais donner cette incise-là pour que les gens comprennent que finalement, les émoluments des sénateurs sont revus à la baisse. Voilà, Il convient de noter qu'après son adoption, ce texte sera envoyé dans les 48 heures qui suivent à la Cour constitutionnelle pour l'appréciation de sa conformité à la Constitution de la RDC par la Haute Cour. À Inongo, dans la province de Maïndombe, la ministre d'État de l'Environnement, Eve Bazaïba, palpe du doigt les retombées du paiement des services environnementaux de la société ERA Congo WWC en faveur de l'exécutif provincial de Maïndombe. Doudou Montiré nous en parle dans ce reportage. La ministre d'État, ministre de l'Environnement et du Développement durable, séjourne depuis ce samedi 4 juillet 2024 à Inongo, chef-lieu de la province de Maïndombe. Eve Bazaïba Massoudi est venue se rendre compte des retombées des paiements des services environnementaux en faveur de la population de cette province forestière, à travers notamment les paiements des crédits carbone générés par la société ERA Congo WWC. La première étape de cette visite, des contrôles a débuté par le gouvernorat de Maïndombe. Grâce à la quantité des crédits carbone réservés dans la grille de répartition en faveur de l'exécutif provincial de Maïndombe, la province a notamment réalisé plusieurs travaux de construction et de rénovation des grands édifices. Il s'agit, selon les explications de la gouverneure Rita Bola, de la rénovation complète, équipement et la construction des annexes de la résidence officielle du gouverneur de Maïndombe, vieille de l'époque coloniale. Construction de plus de 1 kilomètre du boulevard macadamisé, menant de l'aéroport au centre-ville, la construction du bâtiment administratif du gouvernorat de Maïndombe, la rénovation complète des bâtiments du tribunal et du parquet de la grande instance. Des bâtiments vieux depuis 1960. C'est une grosse satisfaction pour les fils et fils de la province de Maïndombe, car c'est grâce à leur sacrifice consenti dans la préservation et la conservation des forêts que nous avons ces ouvrages réalisés. Aussi, saluer l'engagement de la société ERA Congo WWC, qui grâce à leur travail, en générant les crédits carbone et le paiement des services environnementaux, nous pouvons encore continuer à réaliser des ouvrages de grande envergure pour le développement socio-économique de Maïndombe, a dit Rita Bola à Eve Bazaïba. Pour sa part, la ministre d'État, ministre de l'Environnement et du Développement durable, s'est réjouie de cette matérialisation de la vision du gouvernement à travers la diplomatie environnementale menée par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui se résume à la gestion durable de ressources forestières en faisant bénéficier aux populations locales de leurs sacrifices dans la conservation. Ici, avec la société ERA Congo WWC, c'est une expérience reçue de cette vision de lier des besoins de la conservation aux besoins des pins, ou mieux lier le besoin de conservation aux besoins économiques. Martelé Eve Bazaïba. Les forêts de la RDC, dont celle de Maïndombe, jouent un rôle crucial dans l'absorption des pollutions et des stockages de carbone. Ces forêts jouent un rôle crucial dans la régulation du climat dans l'humanité. Pour la RDC, il faut que ces services écosystémiques puissent être récompensés par des financements sécurisés dont le crédit carbone. Dans le cadre des partenariats publics-privés, notamment avec la société privée ERA Congo WWC, la population forestière de Maïndombe et l'exécutif provincial bénéficient des retombées de leurs sacrifices à travers une grille de répartition des quantités bien établie. Je suis satisfaite de voir se réaliser ces différents travaux et aussi qui encouragent à dupliquer davantage ces différents projets dans les autres provinces forestières de la RDC, a conclu la ministre d'État. Dans la deuxième phase de sa visite de contrôle des paiements des services environnementaux, Eve Bazaïba prévoit de se rendre dans les villages de Maïndombe qui ont déjà bénéficié des ouvrages réalisés grâce à la société ERA Congo WWC.
Autre chose, le président interfédéral du mouvement de libération du Congo, Valentin Guéringo, a échangé mardi avec les jeunes du Parlement de la jeunesse du MLC au siège de l'interfédération de Kinshasa. Un seul point était inscrit à l'ordre du jour, à savoir la redynamisation de cette structure. Reportage Pauline Boyo. Une structure importante qui dépend directement de l'interfédération du mouvement de libération du Congo, des parlements de la jeunesse du MLC, PJMLC, véritable lieu qui apprend aux jeunes à devenir des cadres officiels du domaine, devrait être redynamisé. C'est ce qui justifie la convocation de tous les membres de la dite structure par le président interfédéral du mouvement de libération du Congo, MLC, Valentin Guéringo. Une rencontre qui entre dans les cadres des rappels à l'ordre à tous les membres du PJMLC. Nous avons pensé aujourd'hui convoquer le Parlement de la jeunesse parce que c'est une structure qui dépend de l'interfédération. Vous allez vous rendre compte que la plupart des gens qui sont dans les organes du parti ou dans les associations, la plupart viennent du Parlement de la jeunesse. Le Parlement de la jeunesse, c'était une structure très importante à l'époque. Nous avons constaté que ça fait beaucoup de temps, cette structure ne marche peut-être pas. C'est comme ça que nous avons appelé, pour le rappeler à l'ordre, ils doivent redynamiser le Parlement de la jeunesse. C'est une structure qui apprend aux jeunes à devenir des cadres officiels du domaine. Il faut qu'ils aient un endroit qui le prépare. Voilà pourquoi nous les avons appelés, nous sommes contents qu'ils soient venus. Nous relançons le Parlement, ils vont prendre les bâtons, ils vont continuer. Et comme on faisait toujours, ils vont rendre compte de l'État. C'est-à-dire que tout le monde a constaté que le Parlement pataugeait un tout petit peu. Ils sont contents de relancer. Mais ils doivent le relancer eux-mêmes. J'ai lancé l'idée et la philosophie, mais ils doivent relancer eux-mêmes. Mais comme béquille, nous sommes là. S'il y a quelque chose qui ne va pas, on intervient pour recadrer, pour relancer comme c'était avant. Et d'ailleurs, je leur ai rappelé, vous savez, à l'époque, le Parlement de la jeunesse nous convoquait, le Parlement convoquait les secrétaires généraux du parti. Le Parlement de la jeunesse a convoqué le gouverneur Makila de l'Équateur à l'époque. Le Parlement de la jeunesse a convoqué le président Adam. Moi, on m'a convoqué plusieurs fois. Donc, c'est une structure qui écoute questions, qui pose des questions réelles, qui reçoit les réponses réelles. C'est à ce moment-là que ça va se distiller. Parce que maintenant, au niveau de la jeunesse, il n'y a pas un bon cadre qui puisse le faire. Nous voulons maintenant remettre ça ensemble. À ce moment-là, il va être à 3. Vous avez le Parlement, vous avez la Ligue des jeunes, Ligue des femmes, Parlement de la jeunesse. Alors que depuis sa création, le Parlement de la jeunesse du mouvement de libération du Congo, PJMLC, organise plusieurs actions de grande envergure au sein de ses partis politiques chers à Jean-Pierre Bemagombo. Et puis l'artiste musicien Kofi Olomide et l'animateur culturel Jessica Bassele ont été convoqués par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESAC. Ceci après les déclarations controversées faites lors de l'émission Le Panier sur la RTNC, remettant en cause la guerre d'agression que subit la RDC. Strak Ngimbi signe ce reportage. Cette convocation au Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication de l'artiste musicien Kofi Olomide et du journaliste de la RTNC Jessica Bassele est consécutive aux propos tenus par le chanteur concernant la guerre d'agression dans l'est du pays sur le plateau de l'émission Le Panier diffusée sur les antennes de la chaîne nationale, remettant en cause la guerre d'agression que subit la RDC contre le Rwanda, des propos qui vont à l'encontre de la position officielle sur le conflit, d'où la réaction de la population. Dire que le Congo n'est pas en guerre, c'est contredire les autorités du pays, nos compatriotes qui sont à la guerre, à l'Est, qui voient comment ils sont en train d'être tués, et contredire même la communauté internationale, parce qu'on en parle partout. Mais maintenant, dire que le Congo n'est pas en guerre, ça n'engage que lui qui a dit ça. Nous connaissons que nous sommes agressés par le Rwanda à travers ces marionnettes de M23. Les propos là, c'est d'abord insulte normalement pour que, comme je suis congolais, que c'est la honte. Avoir un musicien, artiste comme Kofi Olomide, il ne peut pas dire ça.
Pourquoi? Parce qu'il se comporte comme un père de famille. Au lieu d'encourager les autres les phares de C, donc il est là pour décourager. Peut-être qu'il a une mission. Il y a quelqu'un qui doit lui donner l'argent pour commencer à critiquer les militaires pour montrer que notre militaire n'est pas fort. Alors si notre militaire n'était pas fort, depuis que longtemps là, Rwanda a commencé à chercher même à récupérer les Goma. Pourquoi jusqu'à aujourd'hui, les Goma n'ont pas combattu? Pour montrer que Kofi, il est d'entrer de faire n'importe quoi. Alors je ne sais pas comment il peut dire qu'aujourd'hui il n'y a pas la guerre dans notre pays. Parce qu'il y a des réfugiés, il y a des cadavres, il y a des gens qui commencent à fuir. Alors, qui peut accepter avec le blague là de dire n'importe quoi? Donc lui-même sait pourquoi il dit ça. Pour le baquet guerre exacte na mboka, wana de côté wana bimi mwa libanda. Toza na guerre. Guerre o toza nango za na banguna na biso. Banguna na biso eza ba Rwandais wana. Oyo bazoya bazoboma. Ande ko bazokufa depuis Mobutu akenda. Si lelo kimia ezalaka te na est. Et la décision de la direction générale de la RTNC ne s'est pas fait attendre. Le journaliste Jessica Bassele a été suspendu préventivement de ses fonctions jusqu'à nouvel ordre et l'émission est également interrompue. Rappelons que quelques heures avant sa sanction, le journaliste Jessim Bouika Bassele s'était désolidarisé publiquement des déclarations de l'artiste sur son compte X. L'archidiocèse de Kinshasa a fait une mise au point après la publication sur les réseaux sociaux d'une lettre prétendument du clergé de Kinshasa faisant état des malaises persistants dans l'archidiocèse de Kinshasa. Les commentaires de certains médias, dit-il, sont de nature à nuire intentionnellement à l'honneur du cardinal Fridolin Ambongo, archevêque métropolitain de Kinshasa. Suivez. Tout évêque, l'archevêque de Kinshasa a l'obligation pastorale, dictée par sa sollicitude paternelle, de rendre compte à ses fidèles, les prêtres en particulier, du gouvernement ou de l'administration de son diocèse. C'est dans ce contexte que le jeudi 4 juillet 2024, le cardinal Fridolin Ambongo a présidé lui-même la journée du clergé diocésain, durant laquelle les responsables de différents services, centres diocésains de pastoral, économat diocésain, ressources humaines, conseillers financiers, Caritas, bureau des projets, écoles conventionnées, écoles privées, diaconie, ont donné leur rapport au clergé de Kinshasa. Cet exercice synodal, qui avait commencé par la méditation de la parole de Dieu, devrait se poursuivre par un moment d'échange entre le cardinal, les responsables des services et l'ensemble du clergé. Mais après plus de 3 heures d'audition des rapports, la rencontre s'est brusquement arrêtée par la volonté d'un confrère qui avait délibérément choisi de rompre le dialogue et la communion avec l'archevêque, empêchant ainsi les prêtres présents dans la salle de poser directement des questions sur leurs préoccupations. Après cette interruption, grande était notre surprise de constater que quelques heures plus tard, un document est publié sur les réseaux sociaux. Le silence observé jusqu'à présent à l'archevêché permet donc de comprendre le mobile de cette action qui n'a pour finalité que de jeter dès l'opprobre sur l'archevêque. Ce comportement est déploré par la grande majorité du clergé de Kinshasa qui ne se reconnaît pas dans cette lettre contenant des affabulations que contredisent les faits et les rapports des services présentés lors de cette journée du clergé. Ces rapports démontrent que les structures mises en place fonctionnent correctement et sont régulièrement consultées. Dans le cadre de ces vacances parlementaires, le député national élu de la circonscription électorale de la Lukunga, John Efambe, a effectué le week-end dernier une descente à l'hôpital général du Kambadiading dans la commune de Mongafula, question de palper de ses propres yeux les difficultés auxquelles fait face cette institution sanitaire. Maxime Makabou signe ce reportage. Profitant dans le cadre de ces vacances parlementaires
L'élu de la circonscription électorale de Lukunga, John Efambe, a effectué le lundi 8 juillet une descente dans la commune de Barumbu, question d'évaluer l'état dans lequel se présente actuellement cette municipalité. Accompagné du bourgmestre de la dite commune, cet élu du peuple a établi un constat amer, les routes dans un état de délabrement très avancé, l'insalubrité, tant des problèmes auxquels fait face la population de Barumbu que John Efambe inscrit d'ores et déjà dans son rapport parlementaire à présenter dès la reprise de la nouvelle session à l'Assemblée nationale. Le bourgmestre de la commune de Barumbu, Christophe Lomami, revient ici sur les grands axes de ces descentes. Parce que l'honorable est dans ses activités parlementaires et en plus il est en vacances parlementaires et qu'il a décidé de faire un tour au niveau de la commune de Barumbu pour évaluer l'état des routes, l'état des avenues, la situation de l'insalubrité dans la commune de Barumbu. John Efambe de reconnaître l'apport considérable de l'électorat de Barumbu dans son élection. Je ne ménagerai aucun effort pour défendre cette commune. Cette commune qui a fait de moi élu du peuple aujourd'hui, parmi tant d'autres communes. Et je suis écœuré de voir que les artères de cette commune sont dans de mauvais états. Il va falloir donc que je puisse transcrire cela, inscrire cela dans mon rapport parlementaire et le soumettre au niveau de l'Assemblée nationale lorsque nous allons avoir la rentrée parlementaire. Profitant de l'occasion, cette native de Barumbu explique quelques problèmes à l'élu du peuple. Yami balé ma bango surtout ka mabango ba lombola bana kuluna baboma naka awa c'est comme 20 heures ba yeba bomba ba faire le quoi bana ba ko vana. Et ces gestes de cœur de John Efambe en faveur de ces enfants vulnérables. Nous disons merci à l'honorable, c'est le geste qui compte. On a ramassé ces enfants abandonnés à leur propre triste sort. Nous sommes venus comme ça à l'improviste, on a improvisé. Avec le cœur de mère, on ne pouvait pas laisser ces enfants comme ça et l'honorable a donné ce qu'il pouvait. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Les vacances parlementaires viennent de commencer et John Efambe marque déjà de ses empreintes indélébiles. À Boma, dans le Congo central, un groupe de présumés criminels arrêtés par les éléments de la police nationale congolaise a été présenté à la presse. Plusieurs faits infractionnels sont mis à leur charge, entre autres le vol à main armée, le trafic de stupéfiants et autres. Regardez. Au total, 18 présumés criminels ont été arrêtés par la police nationale congolaise dans la ville de Boma. Parmi eux, une femme et 4 garçons de moins de 18 ans. Ils sont poursuivis pour vol organisé avec armes blanches, trafic de stupéfiants, dont les cannabis, agressions physiques contre les éléments de la police nationale congolaise et menaces de mort proférées contre les membres de la communauté. Pour le commissaire du district de la police nationale congolaise de Boma, Paul Mouilamboué, cette présentation permet à la police de créer un climat de confiance avec la population. Nous demandons à la population de collaborer avec la police. La population doit nous aider à prévenir. Quand il y a quelque chose qu'on remarque dans les avenues, dans les cellules, dans les quartiers, il faut que la population se rapproche de la police pour dénoncer. Servir de l'espoir, parce que nous avons présenté les différentes catégories de criminels, de banditisme urbain. Et vous voyez même que la population avait fait une demande au commissariat urbain de la police ville de Boma par rapport à leur collègue qui a été arrêté. Tout ça, c'est pour créer le climat de confiance entre la population et la police. La population qui a salué le dynamisme de la police nationale congolaise a émis le vœu de voir ces inciviques être jugés et condamnés en lieu et place de les revoir triomphants parmi cette même population.
Entre autres, par le Fonds des Nations Unies pour l'enfant UNICEF, le comité des opérations d'urgence polio a sensibilisé sur les bienfaits du vaccin anti-polio. C'était à travers une conférence de presse organisée à l'intention des professionnels des médias, membres du réseau des journalistes amis de l'enfant RJAE. Regardez. À travers le comité des opérations d'urgence polio COUP, le programme élargi de vaccination PEV a organisé, avec l'appui des partenaires techniques et financiers tels que l'UNICEF, une conférence de presse pour sensibiliser la population sur les bienfaits de la vaccination contre la poliomyélite et inciter les parents à adhérer à cette opération dans le but de réduire ou éradiquer cette maladie en RDC, car depuis 2017, le Congo a totalisé 1015 enfants paralysés pour toujours, dont 528 seulement en 2022, ce qui représente la moitié des cas notifiés dans la région africaine de l'OMS au cours de la même année. Quels inconvénients y a-t-il pour un enfant de 0 à 5 ans qui a reçu des vaccins anti-polio à chaque campagne de vaccination de masse? Dr Lusamba Kabamba, coordonnateur de l'Initiative mondiale pour l'éradication de la poliomyélite, répond. Donc les intervalles sont respectés. La campagne à répétition, c'est-à-dire 2, 3, 4 campagnes, peut-être la population, ça je vais vraiment vous demander d'essayer de clarifier cela à la population. La coordinatrice l'a dit, on a une co-circulation du virus au niveau du pays. Il y a le type 1 et il y a le type 2 qui circulent dans le pays. On peut être immunisé au type 1, mais on développe la polio à cause de l'infection au type 2. Dr Elisabeth Mukamba, coordonnatrice du comité des opérations d'urgence polio, estime par ailleurs qu'il est très important pour un enfant concerné par cette campagne de vaccination de le recevoir pendant sa première année de vie, car la plupart d'enfants qui ont développé la paralysie sont ceux-là qui n'ont pas été correctement vaccinés. On a tout intérêt à saisir toutes les opportunités des campagnes comme des opportunités de rappel pour nos enfants. Je crois que ça, c'est un élément extrêmement important qu'il faut faire passer au niveau des parents. Quand on organise des campagnes, je crois que ça a été dit. Il faut préciser que la présente campagne de vaccination contre la poliomyélite sera élargie aux enfants de plus de 15 ans dans les provinces de Tanganyika, Okatanga et Olomami, où il a été notifié des cas de poliomyélite chez les enfants de plus de 5 ans. À Lubero, au Nord Kivu, un notable leader du coin, la personne de Eze Konendo, dénonce des violations des droits de l'homme par certains agents de l'ordre ainsi que les rebelles du M23. Il a dit au micro de notre correspondant Joël Kama. Dans les territoires de Lubero, à part la situation sécuritaire et humanitaire trop préoccupante dans cette partie, il s'ajoute également les violations et abus des droits de l'homme perpétrés par les agents de l'ordre, mais aussi les éléments du M23, parce que les violations des droits de l'homme, ce sont des actes qui violent les lois de la République, perpétrés par un agent public. Mais pour les abus des droits de l'homme, ce sont des actes contraires à la loi perpétrés par des éléments non étatiques. Et c'est pourquoi j'ai dit qu'il y a eu violation des droits de l'homme, mais aussi des abus des droits de l'homme qui sont perpétrés par les éléments du M23. D'abord, sur le plan de violation des droits de l'homme, il y a des femmes qui sont violées dans les champs. Il y a des pillages systématiques perpétrés par certains éléments FARDC non contrôlés. Il y a eu des dissipations de munitions de guerre un peu partout. Coup de projecteur sur l'avenue Ouassa au quartier Mombele dans la commune de Limité. En tout cas, elle se trouve dans un état d'insalubrité inquiétant. Des ordures sont entassées le long de l'avenue. Ce n'est pas un dépotoir, mais plutôt une avenue au quartier Mombele dans la commune de Limité. L'avenue est dans un état d'insalubrité inquiétant. Des ordures s'entassent le long de l'avenue. Les canalisations sont carrément transformées en dépotoirs. Les déchets plastiques déversés par la population obstruent la canalisation. On y trouve des déchets solides et liquides déversés dans la plus grande anarchie, et qui expose les habitants à diverses maladies
d'origine bactérienne. Et comme si, ignorant cette réalité, les aliments sont vendus non couverts sous le lieu à la merci des mouches et autres insectes. Les ordures ménagères, les déchets de papier et autres sont des facteurs qui dégradent l'environnement dans ce coin. Rappelons que Kinshasa produit autour de 10 000 tonnes de déchets par jour qui sont en majorité constitués d'ordures ménagères. Les ménages qui en produisent ne se soumettent pas à la réglementation relative à la gestion de l'environnement, faute d'un suivi rigoureux et régulier de la part des autorités compétentes. Fin de ce journal sur Canal Congo Télévision. Merci de l'avoir suivi avec une attention particulière. Au revoir.